Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Alyssa Hart, guide spirituel et thérapeute holistique spécialisée dans l'intégration psychédélique. Pardon, en passant, juste faire une parenthèse, j'ai attrapé le rhume de mon fils, fait que j'ai genre une semi-inspection de voix aujourd'hui, fait que vous allez être obligé de m'endurer avec le rauque qui casse un peu, mais c'est ça, là, je peux essayer de faire sexy, mais je pense pas que... fait que t'es formé au yoga, à la méthode Gottman pour les couples et à l'intégration psychédélique à la Karen Academy. Alyssa offre un espace empreint de compassion, de douceur et d'ouverture. Son approche est somatique et informée par le trauma dans un cadre inclusif, positif et bienveillant. À travers ses séances, elle aide les gens à retrouver clarté, conscience et à reprendre leur pouvoir personnel face aux situations qu'ils traversent. Bonjour Alyssa. Bonjour Isabelle. Bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir. J'ai entendu parler de toi à travers une amie. Et quand elle m'a raconté ton parcours, je me suis dit, aïe, faut tellement, je l'invite. C'est incroyable. Ton parcours est hors du commun. Ça vaut la peine de vraiment l'entendre. Puis aussi, je suis contente parce que tu es ma première experte invitée à Honnêtement vrai. Là, avant de plonger dans ton parcours, avant de plonger, je veux dire, dans ton cheminement aujourd'hui, j'aimerais qu'on tourne un peu en arrière. Parce qu'avant d'être guide spirituel, tu étais dans un tout autre univers, on s'entend. Oui. Comment tu décrirais cette période-là de ta vie? Puis qu'est-ce qui t'a amené à emprunter ce cheminement-là vers la spiritualité? OK, d'accord. Fait que tu aimerais que je décrive d'où je viens. Oui, absolument. Fait que j'aurais eu, je pense que j'avais 29 ans. Fait que ça fait 15 ans de ça. Oui, déjà. Oui. Et puis, je suis devenue, en fait, danseuse nue. C'est ça qu'on appelle ça? Oui, danseuse nue. Oui, oui. Et puis, c'est quelque chose que j'avais jamais connu. Ouais. J'étais jamais entrée dans un club de danseuses de ma vie. C'est la première fois, puis... on a été, juste quand j'ai pris la décision que c'est quelque chose que j'aimerais essayer, c'est là que je suis allée dans un club de danseuses pour voir c'est quoi. Ouais. Parce que j'avais vraiment aucune idée. Moi, avant ça, j'étais vendeuse de un peu de tout. J'ai vendu des immeubles préfabriqués en métal au téléphone. J'ai vendu des certificats cadeaux sur la rue. Tu sais, j'arrêtais les gens. Fait que j'étais vraiment pas dans ce milieu du tout. Et puis, on s'est parlé un peu. j'étais dans une relation pas bonne, en fait très toxique, dangereuse, que je savais pas. Et puis, je dirais que c'est entre lui et moi qu'on on s'est dirigé vers la danse. C'est ce qui m'a appelée. Ah ouais. J'étais vraiment dans une période où que je me sentais plus ouverte à la sexualité. Okay. J'ai toujours été dans une relation stable, monogame, qui allait vers famille, tout ce qu'on pense désirer, vraiment. Ouais. Et puis là, je me suis trouvée dans une situation où il y avait une rupture, que c'était vraiment juste moi pour la première fois dans ma vie. Et puis, je dirais pas que c'était un bon moment dans ma vie. C'était vraiment un moment sombre. J'étais pas bien et je cherchais autre que ce que je vivais. C'était vraiment une souffrance, en fait. Est-ce que tu cherchais la validation dans le regard des hommes? Pas encore. OK. Du moment que je parle, c'était vraiment ce qui m'a apporté à la danse. La danse, c'était de m'ouvrir à moi. OK. Et puis, c'était de m'ouvrir à une partie de moi que j'avais pas explorée. Ouais. Qui était la sexualité, vraiment hors d'un couple monogame qui s'en va vers quelque chose. Ouais. Fait que ça l'a ouvert comme une
complètement différente partie de moi qui a jamais vécu, qui a jamais vu la lumière du jour, on peut dire. Oui, oui. Et puis, cette partie-là, de la trouver, ça, c'était le fun, mais aussi qui cherchait, oui, la validation des hommes en dansant, mais c'est une des choses que j'ai pu vivre. C'était tout le temps en relation. C'était peut-être aussi pour avoir une liberté, qu'on pourrait dire. J'avais déjà une liberté. En fait, c'est ce qui m'a apporté là, c'était d'avoir peut-être trop de liberté. J'étais tellement ouverte à n'importe quoi parce que j'étais vraiment pas bien. Fait que la danse, c'était plus une expression. C'était une place pour me découvrir, pour découvrir qui je suis dans cette archétype. Ouais, ouais. Ouais. Ah. Puis là, tu as dansé pendant plusieurs années. J'ai dansé ici à Montréal Ouais. pendant, je pense, juste 1 an et demi. Et puis, comme je dis, vraiment dans une situation pas saine, Ouais. dans une relation toxique, abusive même, mais que je comprenais pas, en fait, dans le moment. Fait que c'était stressant, c'était... comment je peux dire? C'était le fun d'être dedans, mais sans savoir que vraiment, j'étais pas bien. Ouais. Puis, est-ce que tu sentais que tu n'avais pas de purpose, de mission? Tu étais sur le pilote automatique, on survit constamment? Oui, je jouais avec cet archétype-là. J'aimais danser, j'aimais ce que ça m'apportait, mais en même temps, il y avait vraiment des côtés sombres. C'était pas aligné, j'étais pas bien. Ouais. Il y avait de la drogue, il y avait juste des relations pas bonnes pour moi. J'étais pas bien entourée, j'étais pas bien soutenue du tout. Je prenais pas soin de moi, en fait. Et puis, Puis t'étais comme, tu te sentais... je pense que tu étais dedans, fait que tu n'étais pas encore consciente de tout ça. Du tout, exact. Je faisais juste survivre. Ouais. Mais pour moi, c'était vraiment le fun. Ouais. Right? C'est quand même pas du fun, c'est ça, t'as du plaisir, mais aujourd'hui... de voir en reculant, oui, j'étais pas bien, je souffrais. C'était vraiment... C'est quoi qui a été le déclic qui t'a amené vers une autre direction? C'est ça. Fait que le déclic, c'était que je suis rendue malade. Mon corps, de petit à petit, j'avais comme des malaises ici et là, puis mon corps a dit non. Et puis, c'est rendu au point que je dirais que ça a duré 6 mois, où que j'avais mal, j'étais pas bien, ça l'empirait, puis c'est devenu au point que je pouvais plus danser. Ah, ouais? Ouais, fait que là, j'avais plus le choix. Ouais. C'était physique, là. Mon estomac gonflait. J'avais de l'air à être enceinte. Je pouvais plus danser. Puis les petits mal de ventre que j'avais ici et là sont devenus constantes. J'avais un mal permanent, constant. Ouais. Et puis c'est là que j'ai dit, bon, il faut que je me prenne en main, là. Il y a quelque chose qui va pas. Fait que, ouais. Puis c'est quoi les étapes que tu as... Je pense que là, tu étais consciente de ton problème, mais c'est quoi les étapes après que tu as fait pour mettre sur le chemin de la guérison, mon enfant? Oui, ben, je savais je savais pas le problème, je savais les symptômes. Ouais. Et puis, de ce que je connaissais de la vie, le premier choix, c'est le médecin. Fait que je suis allée voir la médecine conventionnelle qui m'a mis sur une liste d'attente pour une opération exploratoire. Ouais. Alors, en attendant pour cette opération, moi, je continuais à avoir mal, j'avais l'estomac qui gonflait, je savais vraiment pas quoi faire, il n'y avait pas d'autre chemin. Alors, c'est là que je me suis ouverte au yoga. Ah! Ouais, j'ai commencé avec mes premiers cours de yoga. Et puis, c'est la première fois que j'ai pris un moment, que je me suis fait offrir un moment, je me suis permis un moment pour être juste avec mon corps et de
de pas focusser sur la douleur, sur l'inflammation, mais sur le tout. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où je suis? Comment je respire? Comment je me sens envers les autres à côté de moi, envers le prof? C'était vraiment une genre de « Oh, attends, je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? » Ouais, c'est comme si je me suis trouvée dans un sens de plus que qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je suis. Ouais. Et plus à l'écoute de ton corps à partir de ce moment-là. C'est ça, ouais. Puis, tu as découvert la naturopathie aussi? Oui, en même temps, c'est ça, j'attendais pour cette opération exploratoire ou même que je l'ai eue, puis qui ont vu que en fait, j'avais rien. Mais de me faire dire que j'ai rien, tandis que moi, j'ai de l'air à être enceinte, j'ai mal constamment, il n'y a rien qui soulage. Je sais que j'ai pas rien, right? Fait que c'est là que oui, j'ai été vers une naturopathe. Tu n'étais pas comprise par le système? Du tout. C'est ça. Le système, j'ai passé par... Tu ne validais pas le... un département m'a envoyé à l'autre département, m'a envoyé à l'autre département, puis finalement, on m'a dit que... J'ai littéralement eu un médecin qui m'a dit comme ça, IBS. Ah oui, c'est ça ce qu'on allait dire. C'est syndrome, C'était comme... moi, je regarde le médecin comme... Est-ce que tu me demandes une question ou tu me diagnoses? Là? C'est quoi qui se passe? Puis il était comme, Oh my God. Puis la naturopathie, au moins, ça m'a donné une piste. C'était comme, OK, écoute, ce qu'on m'a fait dire, c'est que le corps veut guérir. Right? Le corps est toujours en train d'aller vers la guérison. On est fait de machines bio incroyables qui va vers la guérison sans qu'on essaie de quoi. Fait que c'est vraiment de s'enlever de son chemin. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire qui fait en sorte que mon corps ne peut pas faire ce qu'il est censé faire naturellement, ce qu'il veut faire, ce qu'il est propulsé à faire. Alors, c'était de mieux me nourrir, de continuer à faire mon yoga, de trouver d'autres exercices pour mieux respirer, enlever le sucre, la caféine, le gluten, les cigarettes, le vin. Fait que tout. Sentais-tu que tu avais une emprise par tout ça? Tout ce qui est quelque chose qui était comme addict. Ben, oui, absolument. Le sucre. Absolument. C'est tellement... Arrêtant une chose après l'autre. Tu sais, c'était comme être un poisson dans l'eau, right? Un poisson, c'est pas qu'il est dans l'eau nécessairement, il est toujours dans l'eau. Fait que pour moi, j'étais tout le temps en train de me nourrir de sucre, de caféine, d'alcool. J'avais pas de problème tant que tel. Mais en arrêtant le sucre, j'ai vu comment que mon corps a réagi. C'était pas beau, là. C'était 10 jours de malaise, de maux de tête. Ah oui, c'est physique. Comme un sevrage. Exact. Oh. Oui, d'enlever le sucre, mais on parle de complètement. Zéro sucre, c'est souffrant. Oui, et puis après ce 10 jours, par exemple. Comment t'as fait? Après ce 10 jours, c'était comme si je me suis réveillée un matin, puis c'était comme si on m'a mis des lunettes, puis que tandis qu'avant, je voyais tout embrouillé. J'avais de l'énergie, je me sentais bien. C'était comme incroyable. Alors, c'est là que je pouvais plus arrêter. Là. Fait que, oui, le sucre, l'alcool, même chose. D'entrer dans un bar sans boire. C'est tough. Ça confronte. Oui, énormément. C'est de voir, oh my God, que j'utilisais l'alcool ou l'alcool m'utilisait moi sans que je le sache. Fait que c'est vraiment de passer... tu vois comment toutes ces substances-là t'affectaient sur une base régulière, puis comment ils ont un impact énorme sur nous. C'est ça. Oui. Puis, comment ensuite t'as plongé dans le monde de spiritualité, d'énergie? Comment ce chemin-là s'est ouvert à toi? Ouais.
Fait que je me guérissais avec ma naturopathe. Je travaillais aussi le Naturiste. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est Oui, un mais je magasin connais, de mais ouais. suppléments. Ouais. Ouais. Et puis, je m'en allais vraiment vers là. Là, je suis guérisseur. J'ai été formée, en fait, pour devenir instructeur de yoga. Mm. Et puis là, c'est mes parents. C'est ma mère et son beau-père qui ont vu une annonce à quelque part près de eux où qui habitaient. Il y avait une école de guérisseurs énergétiques. Non, oui. Ouais. Et puis, je pense que c'est mon beau-père qui était intéressé à prendre la formation, à suivre la formation pour lui. Et puis, on pensait à moi. Et on dit, ah, je pense que Alissa, elle aimerait ça. Ouais. Fait que fait que moi, j'ai dit oui, je veux embarquer là-dedans. C'est cool. Ça l'ajoute à ce que je vis déjà. Je m'en vais vers là. Alors, c'était moi. Ma mère a décidé, ben là, si vous allez tous les deux faire la formation, ben moi aussi. Fait que c'était moi, ma mère et mon beau-père. Et puis, on a suivi cette formation ensemble sur un cours de 3 ans, en fait. Wow. Ouais. Quand même, non? Oui, très long. Wow. Puis c'était vraiment quelque chose de vivre ça avec eux. Ouais. Ouais. En famille, en plus. Ouais. Mais c'est dans le fond, il y a les 16 énergétiques, si tu es capable de voir l'aura des gens, tu es capable de... Fait que j'ai appris plein de trucs. C'est un couple en Ontario. Lui, il est plus médecine chinoise, Reiki, genre acupuncture. Ouais. Puis elle est plus comme ésotérique, genre sorcière, psychique, Ouais. voir les entités, tout ça. Wow. Et puis les deux, ils ont mis leur connaissances, leur expertise ensemble pour développer une école de guérisseurs énergétiques. Alors, j'ai appris à, oui, voir les auras, à communiquer avec des entités, à clearer les maisons, les espaces. Ouais, et puis j'ai appris une forme de, on peut dire, transmission énergétique en toucher, avec le toucher. OK, ouais. Fait que c'est comme le Reiki, mais pas le Reiki que j'ai appris. J'ai appris aussi à travailler avec les enfants intérieurs. L'idée que... Ah, le inner child. Ouais, ben, genre, j'ai appris un peu là-dessus, mais là, qu'on est en anglais, là, mais c'est vraiment fascinant. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai appris plein de modalités de subpersonalities, ce n'est une autre. L'idée que notre psyche, notre ego et nos pensées sont compris de plusieurs différentes personnalités. Fait que quand on pense, c'est pas juste ma voix qui me parle, c'est cette partie-là de moi et cette partie-là de moi. Ah, ouais. Ouais. Et puis quand on joue avec ça, quand on commence à vraiment communiquer avec les différentes parties de nous, ben là, ça nous donne une distance entre c'est qui moi et c'est qui la partie de moi qui est en train de parler en ce moment. Fait que ça nous donne vraiment un gros pouvoir sur nous-mêmes, en fait. Fait que c'est une autre modalité que j'ai appris. C'est vrai qu'on a comme différentes personnalités. Pas dans le sens qu'on a une maladie mentale. C'est la maladie mentale. Exact, ouais. Je sais pas c'est quoi le nom. Mais des fois, on a une partie qui est comme plus rebelle, une partie qui est plus introvertie. Je sais pas, il y a comme... Exact. Avec les gens, c'est... Oui. Je sais pas si c'est parce qu'on s'adapte aux gens ou c'est... Oui, absolument. Et ben, il y a aussi le sens qu'il y a des parties de nous qui sont plus bruyants que d'autres ou qui viennent dans certains moments ou qu'il y a certains gens alentour de nous qu'on a besoin de cette partie-là. Puis souvent, c'est que ces parties-là sont en train de nous protéger d'un sens. Puis ça, c'est censé être positif. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça se peut qu'à un moment donné, on avait besoin qu'une personnalité soit très bruyante. Et puis que là, elle continue à prendre beaucoup de place, mais qu'on n'a plus besoin. Ouais. Fait que ça prend un guide, quelqu'un pour nous faire voir que, oh, attends, cette partie-là est très bruyante, puis j'ai peut-être pas besoin de ça en ce moment. Et puis là, on peut rentrer en conversation avec cette partie et leur demander, en fait, de nous aider d'une autre manière. On veut jamais enlever nos parties, mais on peut jouer avec. Puis ça nous donne beaucoup de pouvoir.
J'adore ça. Tu te décris comme spiritual stripper. J'adore. Peux-tu m'expliquer d'où ça vient et ce que ça représente pour toi? Ouais, The Spiritual Stripper, c'est vraiment un personnage que j'ai créé ou qui est venu envers moi. C'était en 2012. Mm-hmm. Fait après que après que j'aille été formée comme instructeur de yoga, c'était que j'avais vraiment formé cette idée de moi que il y avait un avant et un après. Que avant j'étais danseuse, Mm-hmm. je suis devenue malade, et puis là, je m'en vais vers ce genre de personnage plus spirituel, plus connecté, en alignement. Fait que j'étais vraiment plus danseuse, c'était fini. Mm-hmm. Mais pendant 1 an, j'avais une autre partie de moi qui était comme, mais je veux danser. Je veux danser. Et puis, c'était devenu comme un ange et un diable sur mes épaules, right? Il y avait la une qui est comme, non, 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 non. On a fini avec ça. Là, tu es spirituelle, Alyssa. Prends-toi en main, là. On prend nos suppléments, puis on fait notre yoga, puis on continue, là. On a fini de danser. Puis, il y avait toujours cette partie qui revenait, mais je veux danser. Puis c'était comme, je veux danser comme un petit enfant qui est comme, je veux danser. Puis elle n'arrêtait pas. Puis ça l'a continué comme ça pendant 1 an. Là. J'étais vraiment en bataille avec moi. Wow. Ouais, j'étais capable de dire non, arrête. Puis, mais elle n'arrêtait pas. Il y avait de quoi derrière ça. Mais c'est tellement fou le débat qu'on a des fois. On se dit, c'est comme la lumière et la noirceur. Puis là, on est là, puis on essaye. Puis on se dit, non, c'est fini, ce parti-là. On s'en va vers un autre, la lumière. Mais c'est pas comme parce que c'est sombre. En fait, il faut apprendre à apprivoiser ces ombres. Mais c'est tellement comme tout noir ou blanc. Donc, on n'est jamais dans la zone grise ou l'équilibre. Ben de plus en plus. C'est là que je trouve, c'est là qu'il réside la magie, right? La nuance. Oui. Parce que, oui, le plus qu'on résiste, une partie de nous qui a besoin d'être là, qui a besoin d'être accueillie, le plus que ça va résister, right? Le plus que ça va persister. Le plus qu'on résiste, ça persiste. Oui. Ouais. Fait qu'il y avait un moment que j'ai fait comme, OK. Ça c'est là. Right? Oui. Puis il y a eu comme un flash. C'est comme si je me suis ouverte à dire, OK, fine, elle s'en va pas. On l'inclut. Right? Puis c'était presque comme, je veux même pas, mais bon. Ah, ouais. C'était comme, OK. Puis c'est venu comme une genre de vibration dans moi qui a dit, attends. Puis là, c'est la lumière qui flash là au-dessus de la tête, right? Est-ce que je peux me permettre? Ouais. Puis c'est là que ça vibre dans le corps comme oui. C'est la bonne chose à faire. Ben oui. Ouais. Tu sais, est-ce que c'est vraiment danser qui m'a rendue malade? Non. Mm-hmm. C'est la manière dont je dansais. Right? Je savais pas tous ces trucs que je connais là. Ouais. J'avais jamais fait le yoga, j'avais jamais fait cette formation qui m'a entré en contact avec une dizaine de personnes où qu'on peut vraiment aller dans notre nous-mêmes. Ouais. Pendant 1 an ensemble, j'ai jamais connu ce genre de connexion humaine. Comment est-ce que je peux apporter ça dans un club de danseuses? Puis c'est là que c'est devenu excitant. La réponse était, ben oui, vas-y, go. Tu faisais ça pour toi. Puis là, tout d'un coup, je faisais ça pour moi. Je faisais ça avec une intention, avec une conscience, avec une mission, en fait, de devenir the spiritual stripper. Mais t'avais-tu pas peur, mais de sentir un jugement ou tu dis des autres, dans le fond, de la communauté plus spirituelle ou des gens que tu as rencontrés sur ton chemin qui auraient pu te juger, là, disaient, OK, tu as pris le chemin de la spiritualité, mais tu t'en veux danser. Ouais. Ouais, tu as été confrontée à ça. J'ai été confrontée plusieurs fois, oui, des gens qui m'ont même ri dans ma face. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Et puis, je peux dire que ça m'a jamais touchée. Ça m'a jamais touchée. Et puis, je pense que
ça a le rapport avec le fait que j'ai été vendeuse avant, dans mon ancienne vie, même avant d'être danseuse. Ouais. Moi, j'accostais les gens, là, je les arrêtais dans la rue. Ouais, Puis je ouais. disais, excuse-moi, avez-vous un minute? Tu sais, avant qu'on avait les machines pour les cartes de crédit, là, Ouais. je demandais une carte de crédit aux gens. Ouais. Puis je frottais avec le derrière de mon crayon pour avoir leur empreinte. Puis j'avais comme une couple de personnes à chaque jour qui me faisaient assez confiance pour me donner leur signature dans la rue. Wow. Je gagnais ma vie comme ça. Fait Fait que pour avoir la capacité de faire ça, ça prend la capacité d'avoir plein de gens à nous dire non. Ouais. Un après l'autre, après l'autre, après l'autre, puis qui risent dans notre face. Là, penses-tu que je vais te donner ma carte de crédit? Ouais. Ben, moi, je prends pas ça personnel, c'est correct. Tu veux pas me la donner, moi, je vais trouver celle qui veut. Ouais. Parce que moi, je veux gagner ma vie, là, right? Fait que ça m'a grandement aidée, j'en suis certaine. Oui, c'est sûr. Ouais. À force de te le faire répéter, de te le faire dire non, non, non. C'est pas que tu viens minimiser, mais tu viens un peu habitué. Moi, Ouais, personnellement, c'est j'ai quelque peur constamment de me faire dire non. Mais toi, c'est ça, tu t'es normal. Ouais, Mais j'ai passé au travers. c'est ça. Right? Ouais. Ça l'a pris beaucoup, en fait. Mais c'est comme apprendre à faire la bicyclette. Oui, c'est ça. Mais Ça ce que reste avec j'adore, moi. c'est que tu as décidé de retourner danser pour toi. Oui, exact. Puis ça, ben là, tu vas nous l'expliquer, là, mais ça l'amène à parler du pouvoir féminin. Dans le fond, de reconnecter avec son pouvoir féminin. Tu as même co-organisé un festival. Si tu Touch and Play Montréal, tu peux en parler plus de tout ça? Là? Ben là, on parler. Là, on parle de une décennie, right? Ouais. Une dizaine d'années que ça m'a pris pour me rendre là. OK. Parce qu'il y avait des étapes. Pour danser, pour moi, c'était pour danser en restant centré, en restant ancré dans où je vais moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je peux faire ça différemment qu'avant. Fait que c'était vraiment d'éliminer l'alcool, d'aller vers les gens qui me semblent moins abusifs, je peux dire. Tu choisissais tes clients? Où je choisissais mes clients, absolument. Wow. Oui. C'est toi qui choisissais, tu te faisais pas choisir. Des fois, les gens venaient vers moi, mais moi, il fallait vraiment que je les sente parce qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de violations de consentement dans les clubs, absolument. Ouais. Alors, il fallait vraiment que je me protège. Et puis, en faisant ça, j'ai vraiment... j'ai comme aiguisé mon sens de savoir qui était correct et qui l'était pas, et à quoi ça ressemble. Et puis aussi, c'est comme si de prendre tous mes outils de yoga, de guérisseur énergétique, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe en dehors de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on voit pas? Right? Et puis, j'ai été capable de comme me voir en train de danser et je voyais que j'essayais d'attirer l'homme dans ma danse. Il y a la danse sur le stage. Ouais. Il y a aussi la danse contact qui se fait en arrière. Fait que pour les deux, j'ai vu, en utilisant mes connaissances de spiritualité, de guérisseur énergétique, j'ai vu que j'étais en train d'essayer d'attirer les gens vers moi avec ma danse. Et puis, c'est devenu une genre d'exploration. Qu'est-ce que ça serait? À quoi j'aurais de l'air si j'étais pour vraiment danser pour moi, pour mon plaisir? Puis que peut-être pas que je m'en foutais de ce que j'ai de l'air, mais que ça vienne de moi, que j'aime bouger de cette manière, que ça me fait du bien. Ouais. Et puis là, de voir qu'est-ce que ça l'attire, ça. Qui est attiré par ça? Et les danses contact, pareil. Comment ça serait si le plaisir était pour moi? Et c'est là que ça a ouvert quelque chose de complètement inconnu.
le désir féminin, qu'est-ce que ça l'apporte? Oui. Non seulement le positif, mais le négatif aussi. OK. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Tu veux dire... Le désir féminin, l'idée que la danse soit pour moi, ouais. la plupart des hommes sont là pour prendre avantage de toi, dans le sens qu'ils sont là pour leur plaisir. Fait que ça confronte. OK, Tout d'un coup, c'est eux qui payent. Oui, c'est vrai, oui. Right? Tout d'un coup, je suis pour la payer pour qu'elle se fasse plaisir. C'est un grand non pour plusieurs hommes. Oui. Et pour moi, j'ai trouvé ça fascinant, hallucinant de jouer avec ça, que je me fasse payer pour que je me fasse plaisir. Ouais. Oui, j'étais un oui à ça pour la première fois de ma vie. Est-ce que tu as rencontré d'autres danseuses qui étaient dans cette vibe-là? Ou... Jamais. Non, tu étais une... Oh, wow. Mais dans le fond, tu vibrais différemment. Oui. Puis, tu étais moins, j'imagine, en faisant ça, tu étais moins à l'argent. J'étais beaucoup moins à l'argent, mais dans ma vie complètement, ce que j'ai réalisé, c'est que l'argent avait tellement un pouvoir sur moi avant. Ouais. Et puis, comme le sucre, comme la caféine, tout ça, tu sais, c'était comme comment je peux prendre mon pouvoir là-dessus. Est-ce que c'est possible de suivre mon propre plaisir, mon propre désir? Et est-ce que l'argent peut suivre avec ça? Et la réponse était oui. Quand même. Oui, absolument. J'en faisais pas tant. Ouais. Mais j'en avais pas besoin tant non plus. Tu n'étais pas là pour ça. Non. Ce que j'ai réalisé, c'est que ce que je cherchais vraiment en dansant, le plus que je me connaissais, le plus que je dansais pour moi, le plus que je réalisais, c'était ce que j'avais besoin, c'était la connexion humaine. C'est ce qu'on cherche tout. Oui. Puis, est-ce que tu as exploré la danse ailleurs que dans un club ou c'était vraiment plus dans un club que pour toi, la danse, c'est ça qui te fait vibrer? Ouais. Ou la danse en tant que telle, c'est quelque chose qui est à don? C'est ça, oui, je suis danseuse, absolument. Ouais. J'ai jamais pris de cours de danse. Oh non? Non, j'ai peut-être fait le cours gratuit sur Sainte-Catherine pour la salsa une fois dans ma vie. Mais non, la danse qui m'appelle, c'était vraiment la danse extatique. Ce n'est une. OK. Fait que c'est un endroit sobre où qu'on arrive chacun à un certain moment. On danse ensemble, la musique, elle commence doucement, puis elle remonte jusqu'à temps qu'on soit comme dans une phase extatique ensemble. Et puis là, elle redescend. Et puis, on fait le clos ensemble. Fait que c'était vraiment une pratique. C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, la danse extatique, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. Certain, la communauté, la danse telle qu'elle, ce n'est une. L'autre, c'était la danse contact différent, très différent que le contact dans les clubs de danseuses, mais contact improvisé. OK. Et puis, cette danse-là, c'est vraiment de venir en contact avec une ou plusieurs personnes dans une manière improvisée. Fait qu'il n'y a pas de pas, c'est vraiment de suivre notre élan. Alors, encore, de suivre la connexion humaine et d'aller vers notre plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime. Et puis, c'est ça qui m'a amenée vers le Touch and Play. Touch and Play, c'est un festival et puis c'était très excitant pour moi de trouver ce festival-là parce que c'était l'intersection justement de la danse et la sexualité dans un contexte sobre, dans un contexte d'exploration, de consentement clair. Oui. Right? Et puis, j'ai été au premier Touch and Play en 2015. Le premier Touch and Play, excuse-moi, aux États-Unis. C'était à Massachusetts. Ah ouais? Oui. La première, je pense que c'était en 2012, en fait, mais à Berlin. Ah, j'y ai quand même. OK. Oui, ça a traversé une couple de pays en Europe. Et puis, c'est venu au Earth Dance. C'est une communauté basée sur la contact improvisé.
C'est arrivé là en 2015. Fait que j'ai participé aussitôt que j'ai vu ça, man. Il y avait pas... Ça te parlait, Ah là. oui, il n'y avait pas de chance de m'arrêter. C'était encore cette vibration de... On y va quand, là? Puis j'ai été en fait avec une bonne amie, Bianca, pour les 3 éditions, 2015, 2016, 2017. Et puis après 2017, c'est là qu'on s'est fait inviter pour rester une autre semaine, je crois, après le festival, avec les éducateurs, avec ceux qui ont créé le festival, en fait. Celui qui a créé le festival dès le début en Berlin, il était là, son nom c'est Daniel. Et puis, on a exploré ensemble plein de trucs de mouvement, de consentement, de danse. Et puis, c'est là que ça m'est venu, l'idée de Touch and Play Montréal. Oh! Ah oui, j'étais juste comme... Je vibrais encore, même chose, qu'il faut que ça se passe. On a besoin de ça à Montréal. Toute ma communauté spirituelle qui danse, qui sont ouverts au tantra, tout ça, j'étais dans ce milieu-là. Danse extatique, danse contact impro, on avait besoin de ça, la communauté avait besoin de ça, j'avais besoin de ça. Alors, j'ai été voir Daniel qui était là, puis je lui ai demandé, est-ce qu'on peut amener ça à Montréal? Puis il était comme, ben oui. Oh, ouais. Ça a bien marché? Oui, Bianca qui était là avec moi. Il y avait aussi un autre de mes amis, Benoît, de Montréal. On était toutes là pour la semaine après le festival. Puis c'était décidé juste là. C'était un oui complet. Fait que nous 3, on a créé Touch and Play Montréal 2018. On a fait l'édition d'été. Ça a tellement bien été qu'on a fait une édition hiver aussi. 2018, 2019 été, 2019 hiver aussi. Fait qu'on a fait 4 éditions jusqu'à temps que le monde a fermé. Puis, t'as arrêté de danser? Je dansais. Mais t'as arrêté de danser quand? Quand le monde a fini. Oui. A arrêté. C'était fini. Oui. Ouais. Puis, est-ce que des fois, ça te manque? Non. T'es en paix avec ça? T'as fait ton chemin, puis tu dis, je suis dans une autre étape, j'imagine ça d'être ça. Oui, je suis vraiment rendue autre part. Ouais, complètement. Là, c'est maman solo. Mais t'es vraiment comme, oui, maman solo. Ouais. Fait que c'est ça. Quand le monde a terminé, là, je suis devenue maman. J'étais shifté complètement. Ah oui, il y avait des bébés qui voulaient sortir de moi, là, puis il fallait que ça se passe. Mais là, faut parler de ça, le maman solo, par choix. Oui. Ça, c'est pas très courant et ça se fait de plus en plus. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant parce que il y a peut-être des femmes qui y pensent, il y a peut-être des femmes qui sont dans ce processus-là. Comment tu as fait pour en arriver là? Je sais que ça se fait en pleine conscience, mais comment toi, intérieurement, tu as pris cette décision-là? Oui, c'était vraiment pas facile et très messy. Oui. J'essayais vraiment de forcer. Comme j'ai dit, il y avait des bébés qui voulaient sortir de moi. Sentais la paix. Ah ouais, c'était comme impossible que je sois pas maman, là. Il faut que ça se passe depuis l'âge de 36 ans. OK. Fait qu'on parle de 4 ans de encore souffrance, d'un sens, d'essayer de trouver quelqu'un, d'essayer de faire vivre quelque chose qui n'est pas censé être, de forcer, de tout faire pour devenir maman. Et puis, tout ne fonctionnait pas. Tout fonctionnait pas. Les relations malsaines. J'ai même essayé avec donneur connu que une chance, ça n'a pas marché. Finalement, j'ai réalisé que, mon ami, en fait, a réalisé qu'il était raciste, qu'il avait des vidéos en ligne qui montraient vraiment qu'il était suprémiste. Oui, puis que ça, lui faisait ça comme une mission pour
faire plein de bébés blancs. Ouais, fait que c'était comme, oh my God, je me suis fait lancer dans un monde que j'aurais jamais pensé existait. Ah, Et puis tout ça pour éviter donneur inconnu, anonyme. L'idée d'aller vers une banque de sperme, oh my God, je résistais à ça, que ma fille, que mon petit gars, que mon bébé sache pas, connaisse pas d'où il vient. C'était impossible pour moi. Il fallait absolument qu'il y ait un papa. ouais. Et puis, c'est ça, ça a pris des années avant qu'une thérapeute m'a dit, ben, vas-y, fais-le. Puis j'ai fait comme, de quoi tu parles? Fais-le. C'est quoi qui te fait de peur par le banque? C'est juste, c'était froid, c'était déconnecté, C'était juste impossible pour moi. Je pouvais pas voir comment est-ce que mon enfant peut naître sans avoir un papa. Toi, c'est vraiment l'idée du papa. Papa, maman, bébé, c'est comme ça. L'espèce de modèle familial qu'on connaît. Ben oui, ouais. J'ai été élevée sur ça. Il fallait te défaire. Il fallait me défaire de cette ça. idée, ouais. Alors, c'est là que j'ai été vers donneur connu. Puis ça, c'est pour les gens qui ne savent pas, donneur connu, ça veut dire que tu connais la personne, qu'ils t'offrent leur sperme, mais ils feront pas nécessairement une partie de la vie du bébé. C'est à communiquer entre vous. Il y a un genre de contrat qui peut se faire. OK. Fait que tu peux leur donner accès autant que tu veux, autant qu'eux ils veulent. Mm-hmm. Et puis que tu sauras d'où vient ton bébé. Le bébé saura c'est qui leur père biologique. Et à n'importe quand, l'enfant peut te demander, ton enfant peut te demander c'est qui mon père? Si tu as trouvé un donneur connu, ouais. Okay. Ça serait à toi de décider si tu veux divulguer ou non. Okay. Mais ça serait une possibilité, oui. Okay. Avec la banque, avec donneur inconnu, anonyme, je crois qu'ils font encore ça, mais c'est pour moi, ce que j'ai fait, c'était donneur ouvert. Fait que ça veut dire que quand ma fille, là c'est une fille que j'ai eue, ma première, quand ma fille elle a 18 ans, elle va pouvoir demander c'est qui. Et puis, elle peut faire la demande à la banque et puis ils vont donner l'information du donneur. OK. Fait que c'est le choix que j'ai fait moi, finalement. Mais ouais, c'était seulement quand on dirait que moi, j'avais vraiment exercé toutes les options. Mm-hmm. Et puis, c'était devenu que cette option-là soit excitant pour moi. Mm-hmm. Et puis, c'était vraiment de voir comment messy c'était de ne pas aller vers là. Ouais. Puis là, tu es rendue maman solo 2 fois. Oui. Moi, ma question fait comment tu trouves du temps pour toi? Ouais. Ça, je veux savoir parce que honnêtement, tu as l'air. Je sais, des fois, en ce moment, tu sais, je suis solo, mais comme séparée avec mon fils. Puis j'ai tellement, des fois, je rush. Puis je pense souvent à toi en me disant, comment Alissa fait? Ouais. C'est une très bonne question parce que, vraiment, j'ai aucune idée comment je fais. Je sais. C'est pas me donner conseil. Non, du tout. Du tout. La seule chose que je sais, c'est que je suis sur mon X. Je suis où je suis censée être. J'avais besoin d'avoir 2 enfants, ce qui m'ont apporté. Ouais. Et c'est incroyable. J'aurais jamais pu faire ce que je suis en train de faire sans mes 2 enfants. Ouais, fait qu'ils sont venus ici pour une raison, j'ai aucun doute. Et puis, c'est le fait que je me fais nourrir par quelque chose que je peux pas nommer. Ouais. Et c'est ça qui me supporte là-dedans, absolument, 100%. Mais déjà, tu avais probablement les mains pleines avec la première. Ouais. Comment tu as pris la décision pour le deuxième? Comme je dis, vraiment, c'est plus fort que moi. Tu n'avais pas peur d'ajouter plus ou... Non. Vraiment pas? Non. Parce que les gens en famille, déjà, ils ont un petit peu peur de passer de 1 à 2. Mais toi, en étant solo, ça t'a pas fait peur, ça? Non, je peux dire qu'il y a une peur mentale. Ouais.
Il y a une partie de moi qui dit « Ah, mais... » Mais j'ai tellement travaillé ça, de savoir la différence entre c'est quoi qui vient de moi, que je peux plus... Je peux plus écouter ces voix-là. Ouais, pour dire, est-ce que j'ai eu peur? Oui, j'ai des parties de moi qui m'ont parlé, mais c'était clair que c'était pas la réalité. Oui. Fait vraiment, c'était plus fort que toi. Oh, ouais. C'est vraiment incroyable. Honnêtement, je te lève mon chapeau, là. Merci. Je disais comme tantôt, avant l'entrevue, t'es une superwoman. C'est admirable. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, là, quand tu es seule avec un enfant, déjà, mon enfant, c'est de la job. Mais tout seul, c'est genre un autre niveau. Ouais. Un autre niveau, puis de trouver du temps pour ça, parce que c'est important. Fait que toi, t'as pas jamais de break parce que t'as pas de garde partagée. Tu es constamment avec eux autres. C'est ça que je trouve incroyable. Je dirais que ma gardienne, ouais, c'est ma garde partagée. C'est ça. T'as là un peu de répit. Là, quand j'ai trouvé cette gardienne-là, elle était à 4 minutes de chez moi. Ah, wow. Puis quand je lui ai expliqué que j'étais maman solo, elle m'a regardé dans les yeux puis elle a dit « On fait ça ensemble. » Ah, wow. Ouais. Quand mon fils est né, c'est elle qui a resté plus longtemps pour ma fille. Elle a dit « Amène ta fille plus tôt, rapporte-la plus tard, prends ton temps. » C'est des personnes comme ça qu'on trouve qui précieux. Deviennent nos partenaires, c'est sûr. Ouais. Oh, wow. Mais ça donne espoir. Mais c'est aussi pour dire que moi, je suis quelqu'un qui sait que je suis là pour travailler ce qui est dans moi. Right? Je suis là pour travailler mon plaisir, mon désir. Puis avoir ces enfants-là, c'était vraiment pour moi. Et ce qui m'apporte, le défi qui vient avec eux, ça me travaille. Puis c'est messy, difficile, affreux en moment. Mais je sais que moi, je suis là pour faire ce travail et là pour moi. C'est pour défaire ce qui m'a été transmis et ce que moi, je transmettrai plus. J'ai pris cette décision quand on parle de trauma intergénérationnel. Oui. Je suis là pour couper ça et mes enfants m'apportent ce que j'ai besoin pour travailler pour moi. Alors moi, je vois ça vraiment comme ça. Puis en plus, tu n'as pas de partenaire. Fait que tu n'as pas son côté aussi de trauma générationnel. C'est passé par le sperme. Oui, c'est vrai. Si on va voir vraiment dans les études scientifiques, le trauma, oui, il y a le côté de ce qui se passe dans nous en tant que femmes. Oui. Ce qu'on vit, ça a un rapport. Mais le trauma intergénérationnel, là, les études qu'ils ont fait, c'est passé par le sperme. Fait que mes enfants ont ce côté-là, mais ils n'auront pas ce côté-là, direct, dans ma vie de jour à jour, ce qui ajoute aussi absolument. Est-ce que tu peux faire ce choix-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de descriptions quand tu choisis? Quand tu choisis, ils disent pas c'est quoi leur trauma. Là. Ah, mais non, parce qu'il y a peut-être des indications, genre. On voit leur éducation, leur intérêt. Il y en a qui montrent des photos de quand ils étaient bébés, des donneurs, ou ils peuvent montrer des photos d'adultes, mais embrouillées. Il y en a même, ils ont des banques où on entend la voix du donneur. Ouais. Est-ce que tu as un background story ou une histoire de leur jeunesse, enfance? Non, mais pas à ce que j'ai vu. Non, mais ils donnent les histoires médicaux, génétiques, côté ADN. Possible, des diagnostics possibles. Trucs comme ça. C'est fascinant quand même. Oui, mais leur personnalité. Je sais que je sais des petits traits comme introverti ou. Puis tu le vois dans tes enfants. Je vois dans mes enfants. Wow. Ah ouais. Là, j'aimerais ça aborder un peu ton cheminement actuel. Okay. Tu es rendue ailleurs complètement aujourd'hui. Mm-hmm. Tu es une guide spirituelle, une thérapeute holistique spécialisée en intégration psychédélique. Tu as transformé tout ce véhicule-là en mission. Concrètement, comment tu accompagnes les gens avant et après une expérience?
Fait que si on parle spécifiquement d'intégration psychédélique, ouais. J'accompagne les gens pour le avant, le journey, Ouais. Ouais. avant la séance, Ouais. qu'ils vont créer soit eux-mêmes ou que quelqu'un va guider. Alors, je leur aide avec la préparation côté rituel, intention, comment préparer leur corps, comment préparer leur esprit. Surtout si c'est la première fois qu'ils prennent une substance, ils ne vont pas savoir comment ça va leur affecter. Fait qu'il faut vraiment faire de notre mieux de contrôler ce qu'on peut contrôler, ce qui est leur environnement, ce qu'ils prennent dans leur corps pour se nourrir, comment qu'ils se préparent eux-mêmes. Ça, c'est le avant. Et puis, il y a aussi le côté médecine, leur informer sur qu'est-ce qui serait le meilleur pour leur intention, le dosage, vraiment comment tester pour être sûr qu'ils vont être en sécurité avec ce qu'ils prennent. Fait que c'est des choses que je peux aider. Et puis, le par-après, quand quelqu'un va sur un chemin vers une séance, le mot, un voyage, bon, voilà. Oui, en retraite aussi, oui. Oui, s'ils vont en retraite ou en voyage, ce qu'ils vont apporter, ben, comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ça dans leur vie? Ça peut être difficile, ça peut apporter de la confusion. Oui, beaucoup. Souvent les gens vont changer. Oui. Right? Ils sont allés pour ça. Oui. Mais là, de revenir une différente personne, comment est-ce qu'ils gèrent ça avec leurs relations existantes, leur famille? Oui, parce qu'ils n'ont pas changé. Oui. C'est ça, tout reste pareil. Oui. Alors, l'intégration, c'est très, très, très important. C'est quelque chose que je peux offrir aux gens. C'est vrai. En fait, quand tu dis que c'est important, je pense qu'il va tellement accorder encore plus d'importance à l'intégration parce que l'expérience elle-même, c'est comme, je pense, je sais pas, comme 20%, puis 80%, c'est l'intégration. C'est tellement, le monde pense que ils vont faire la substance, puis ils vont revenir, puis ils sont changés, puis that's it, c'est fini. Le gros bout du travail, le gros bout du travail est défait. Mais c'est tellement, c'est moi, pour l'avoir vécu, c'est tellement le après qui est comme tellement important. Ça peut l'être. Ouais. Il y a des gens qui vont faire ça, qui vont prendre la substance, qui vont arriver chez eux avec le 20% et penser que tout va bien, puis qu'ils sont meilleurs pour ça, puis qu'ils vont juste reprendre une autre substance le mois prochain. Puis, right? On peut aller comme ça super facilement. Il y a des gens qui vont prendre ton argent, aucun problème, right? Bien. Mais si on veut vraiment changer notre vie, si on veut vraiment avoir une intention et vivre une intégrité avec cette médecine-là, ben ça prend une intégration et une préparation aussi. Oui. Puis aussi, on n'a pas tout le temps on n'intègre pas tout le temps en revenant la première semaine ou les leçons tout de suite. Des fois, ça peut... Il y a des gens qui sont surpris. Ils sont comme, ah ouais, comme 6 mois plus tard, 1 an. Ben oui, ça m'en est tout d'un coup une réalisation. Tu fais un lien avec ce qui est arrivé dans ta session ou en cérémonie. Puis là, t'es comme, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Fait que c'est comme... C'est fou comment les gens ne savent pas l'intégration peut être tellement longue après. Absolument. Je trouve ça vraiment bien que tu fais ça et que tu accompagnes les gens avant et après. Merci. Mais je vais te poser cette question-là parce que pour toi, comment tu vois ça, la différence entre une expérience spirituelle et une vraie transformation intérieure? Une expérience spirituelle et une vraie transmutation. Je pense plus comme l'expérience spirituelle, plus comme je pense à un trip versus le vrai travail, la vraie transformation. Je dirais que avoir une expérience de voir Dieu, disons, source, l'univers, de voir ce qui est derrière le rideau, c'est quelque chose, ça apporte quelque chose. Right? On peut s'en souvenir, il y a un restant là. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut goûter à ça et ne pas s'en souvenir pour le restant de sa vie. Fait que ça change quelque chose, c'est sûr et certain. De vivre
une expérience spirituelle, Ouais. c'est ça? De vivre une vie spirituelle, c'est de faire un choix. Une transformation, puis c'est faire un choix. Transformation, ouais. C'est de continuer à choisir une voie différente. C'est d'intégrer cette expérience-là continuellement, jour à jour, de continuer à choisir parce que tu dis, on peut, oui, tu vas pas l'oublier, mais dans un sens, si tu fais pas le choix conscient chaque jour de l'intégrer, de l'appliquer. Ça devient une expérience. C'est ça. C'est beaucoup de travail, dans le fond. Une mémoire. De continuellement. C'est un gros travail. Ouais. Surtout au début et aux moments difficiles qui continuent à se présenter parce qu'on va continuer à grandir, à prendre des meilleurs choix. Oui. Fait que quand il y a les moments de transition, c'est très difficile, oui. Mm-hmm. Et le plus que moi, personnellement, j'ai pris ce saut, c'est toujours un saut dans le noir, mais que je sais que c'est pas dans le noir. Oui. À chaque fois que je prends ce saut-là, puis que je donne le temps pour voir les réalisations, les fruits de ce saut-là, ben, ça devient de plus en plus facile parce que là, je peux me souvenir de c'était comment la dernière fois que j'ai fait ce saut, la dernière fois que j'ai pris cette décision-là, qui est différente dans le 3D, mais qui a la même vibration. On le sent. C'est de continuer à choisir de faire ce saut-là. On n'est pas obligé. On peut toujours dire non, mais on sait que ça va revenir, right? C'est pas toujours le fun. Fait qu'à chaque fois que moi, personnellement, j'ai pris ce saut et puis que j'ai pris le temps pour réaliser les fruits, l'abondance qui vient avec ça, puis que je me fais remis dans ma face, un autre choix, ben, ça devient de plus en plus facile. Ton approche somatique est informée. Ton approche somatique est informée par le trauma. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ton travail? Je vais faire un recul un peu parce que j'ai nommé quelqu'un de très important dans ma vie. Son nom, c'est Bianca. C'est avec elle dont j'ai créé le Touch and Play. Oui. Elle, en 2018, elle a fondé son propre centre thérapeutique. Puis elle a débuté son saut en tant que propriétaire d'une business. Elle a apporté avec elle ses amis thérapeutes. Et puis moi, en 2018, j'étais encore danseuse. J'avais mes formations. J'avais travaillé un peu avec elle sur ces trucs. Et puis elle a vu que Alyssa, elle pourrait travailler dans mon équipe. J'aimerais ça qu'elle soit dans mon équipe. Alors, elle m'a amenée dans son projet qui s'appelle le Divan Bleu. OK. Et puis, là, il fallait que je choisisse mon titre parce que je suis pas professeure de yoga, je suis pas guérisseur énergétique. Pour moi, l'idée de guérir les gens énergétiquement, ça tombe pas dans mes valeurs. Alors, qu'est-ce que je fais? Right? Je sais que j'ai un don, que je suis capable d'aider les gens, mais je suis en train de faire quoi vraiment? Et c'est là que j'ai développé le terme guide spirituel. OK. Alors, en travaillant, j'ai commencé en 2018, je dansais encore, mais là, en 2020, puisque le monde a fermé, c'est là que j'ai vraiment fait le saut. J'ai pris le saut. Je suis devenue guide spirituel. Bon. Et puis là, en m'assoyant devant les gens qui venaient avec plein de questions, qui venaient avec plein de peurs, plein de trucs à travailler, ben c'est là que j'ai vu que le travail que je fais avec les gens, le plus que j'utilise mes outils que j'ai appris dans mes formations, dans les ateliers que j'ai animés, même que j'ai participé, j'ai réalisé que ce que je suis en train de faire, en fait, c'est un travail somatique. Et puis que oui, je travaille des traumatismes intergénérationnels, peut-être des traumatismes qui viennent même d'avant notre vie sur cette terre, des traumatismes ancestrales. Oui, je crois à ça. Oui, moi aussi. Mais
le plus que j'ai commencé, et encore, je suis toujours en train de me guérir, right? De travailler sur mon soi. Ouais. Le plus que je lisais sur ce qui est le traumatisme, le plus que je réalisais que ce côté somatique, ce qui est vraiment d'apporter le corps dans ce qu'on vit, Ouais. right? C'est ce que je faisais avec les gens. J'étais en train de travailler somatiquement sans savoir même le mot, sans savoir que j'étais en train de travailler les traumatismes. Ouais. Fait que c'est vraiment là, je m'en vais vers, au lieu d'être guide spirituel, je m'en vais vers être une thérapeute somatique. Right? Ouais. Je commence à ancrer ce terme. C'est ce qui a le plus d'allure, c'est ce qui a le plus de sens pour ce que je suis en train de faire. Mais c'est vraiment venu organiquement, ouais. Puis, mettons, si quelqu'un nous écoute puis qui traverse un grand changement, séparation, hypertension, quel premier pas tu les conseilles pour ce qu'on serait connecté à l'humain? Le premier pas, ça serait de voir qu'est-ce qui se passe dans leur corps, somatiquement. Vraiment, ouais. Parce qu'on peut se perdre dans l'histoire très facilement. Ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, c'est ça. C'est elle m'a fait ça, m'a fait ci, j'ai fait ça, je suis ici, c'est ce qui se passe, ça finit plus, jamais, toute ta vie, tu peux vivre cette histoire. On se comprend? Oui. Bon. Oui. Fait que, prends un moment, assis-toi, puis va voir, c'est où? Où est-ce que tu sens cette peur? Où est-ce qu'il n'y a pas tant d'émotions humaines? Right? On a peur, on est triste, on est fâché. C'est vrai. Tu sais, on se sent, bon, ben, où est-ce que ça te frappe? Prends un moment pour être avec toi, respire, c'est le premier pas. Puis, mais quelque part dans ton corps, Va voir, c'est où? Où est-ce que tu ressens cette tristesse? Ah. Puis après ça, en fait, là, tu dis conscient. Là, on est conscient. Ouais, mais si t'es dans ton histoire, t'es pas conscient, non? T'es toujours conscient. Ah ouais? Ben oui. On est toujours conscient. OK. C'est où est-ce qu'on porte notre attention? Si ton attention est sur ton histoire, tu es consciente. Ouais. Mais ton attention est sur ton histoire. Ah. Le moment que tu décides de changer ton attention, de changer la direction, de voir autre part, c'est ça la coupure, disons. Ouais. Puis après ça, ce serait quoi une autre étape que la personne pourrait faire? Après s'écouter, venir te voir. Connais-tu Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent? Oh, oui, je connais. Oui, je pensais, j'ai lu un de ses livres, mais j'ai pas fini. Ouais. Mais dans son livre, Le pouvoir du moment présent, il y a une anecdote du fait que être conscient, être sur son X, être éveillé, c'est comme si on a une torche, puis qu'elle voit 2 pieds devant nous. La lumière illumine 2 pieds devant nous. Ouais. Dépendant de où qu'on met la direction, right? Ouais. Fait que ce que je propose, le moment de se déposer, de porter l'attention autre part que nos pensées, de les mettre dans notre corps, c'est le 2 pieds. OK. Fait que quoi faire après ça? C'est de reprendre la torche, la réilluminer, et puis voilà. C'est à toi. C'est toi qui as le pouvoir. C'est reprendre le pouvoir. Exact. C'est pas moi qui va guérir, OK? Il y a plein de gens qui vont prendre ton argent, qui vont te dire c'est quoi la 2e étape, la 3e. Il y a plein de livres là-dessus. 7 étapes pour ci, 8 étapes pour ça. Ça, c'est pas en alignement avec mon idée de pouvoir. Je redonne le pouvoir aux gens pour que eux, c'est à eux de décider c'est quoi la prochaine étape. Moi, je peux aider là-dedans. Oui, si ils le sentent
eux Tu les qui guides, viennent mais me voir. ouais. On peut discuter ensemble. Ouais. Mais c'est quand même leur torche, puis c'est eux qui vont aller la allumer quand on a fini notre étape. C'est comme ça mon approche. C'est fou. Ouais, parce qu'on va souvent aller voir quelqu'un pour dire « Viens m'aider, guéris-moi, fais quelque chose. » Sauve-moi. On n'a pas besoin d'être sauvé. Moi, je ne sauve pas les gens ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Tu te sens toi. On a besoin d'être accompagnés. Ouais. C'est assez de se sentir seul dans tout. Fini. Ouais. Ça résonne tellement. Wow. Quel type de pratique ou de rituel tu trouves aidant pour intégrer une transformation? Moi, écoute, t'en as-tu ou tu trouves que c'est bénéfique? Pour moi, c'est l'eau. L'eau? 100% l'eau. Dans quel sens? D'aller dans un bain? Me déposer dans un bain, ouais. dans une piscine, dans un lac, Ouais. dans un bain tourbillon. Ou de boire de l'eau. Ouais. J'en bois, là, ça n'a pas de Ouais, sens. je vois ça. Pour moi, c'est l'élément. Ouais. Est-ce que tu pas mais j'ai déjà entendu dire que l'eau peut nous transmettre des messages. C'est quoi, ça reste là? Dans la douche? Ben moi, comme j'ai dit, l'eau m'ancre. C'est là Ouais. que je suis capable d'être plus ouverte Ouais. à ce qui est Réceptive, pour moi. ouais. Plus réceptive. Voyez. Si c'est l'eau qui me parle, je sais pas. De l'eau. Je m'en fous vraiment. Ouais. Right? Ouais. C'est le fait que ça m'aide, ça fait du bien. Ça te fait du bien. Jusqu'au moment que ça m'aide plus, ça me fait plus du bien, j'arrête de le faire. Le pourquoi derrière, là, c'est quoi qui se passe, c'est pas pour moi, c'est pas mon département. Puis fait que ça veut dire que tu te fais régulièrement des bains, mettons, régulièrement tu vas à la piscine, t'en fais comme un rituel, une pratique rituelle, dans le fond. Comme que tu mets ça, mettons, dans ton agenda, puis tu te dis, ça, c'est mon temps. Non, jamais dans mon agenda. OK. Ah non. C'est juste ça. Ouais. OK. Fait que tu te dis, tout d'un coup, c'est quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un bain. Je fais. Oui. Ouais. Puis ça peut être un jus vert. Ça peut être AEW. Ouais. Ça peut être chocolat. Ça peut être un verre de vin. Ouais. Je sais pas. Mais que je check à chaque fois. C'est quoi que j'ai envie, c'est quoi je veux. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais le savoir. Là, j'ai fait assez de travail pour savoir est-ce que c'est mental, je suis en train d'essayer de supprimer quelque chose ou je me nourris. Si j'ai besoin de quelque chose, ben il n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter. Oui, ça va parler plus fort, de plus en plus fort. Oui, puis généralement, ça va se faire pas mal facilement parce que la vie veut ce que je veux. Oui. Si je suis en train de forcer quelque chose, ben... Fait que maintenant, c'est rendu la question de la fin. On est rendu là. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? Ouais. Être honnêtement vrai pour moi, c'est d'avoir le courage de faire face à le tout de nous. Alors, de vraiment incorporer le corps, de tout ce qu'on a parlé, le corps, les parties de nous qui nous parlent, d'avoir le courage de voir, de prendre le moment pour voir pour nous-mêmes c'est quoi notre vérité complète. Corps, âme, émotion, le tout. Noirceur, lumière. Ouais. Écoute, merci Alicia d'avoir partagé ton histoire avec nous, ton expertise. Je suis tellement contente d'avoir eu cette conversation-là avec toi. Même si j'ai rejeté mes propres voix, tu peux pas savoir comment j'aurais tellement voulu parler plus ou genre essayer de... Mais je sentais que probablement on aurait pu faire une plus longue entrevue, puis aussi je me sentais un peu comme ma voix était un obstacle. Et j'essaie le plus possible d'essayer d'échanger avec toi, mais de savoir que j'étais un peu limitée. C'était un bon challenge. Pour ceux et celles qui ont envie de te suivre ou d'avoir recours à tes services, c'est où qu'on peut te retrouver?
Ouais, ben, j'aimerais te remercier Merci. de m'avoir invitée. Wow, ça fait un plaisir. Ouais. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir rencontré et de partager ce moment avec toi, absolument, et les gens qui vont entendre, vont écouter. Alors, pour me trouver, c'est soit l'équipe dont je fais partie, divanbleu.com, ou mon site personnel, c'est Alisa Hart, Alisa Cœur en anglais, alisahart.com. Hey. Ouais. T'es sur les réseaux? J'espère l'être. Bientôt? Sur Instagram, c'est Alisa less than 3, le numéro 3. Et espérons qu'on va avoir des vidéos là-dessus. Je commence. Oui. Ouais. Et merci encore. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.